Stéphane Baudet, tout à l'heure, en sa qualité de vice-président en région, a parlé du Grand Paris Express. Voilà. Mais beaucoup de mauvaises langues disent qu'il sera saturé à sa livraison. Donc, la question est la suivante, Catherine Lescure. Si le Grand Paris Express est saturé, est-ce qu'il ne faudra pas accélérer sur la mobilité durable en 2030, avant 2030 ? Alors évidemment, il va falloir accélérer toutes les mobilités, qu'elles soient collectives ou des transports individuels. Peut-être d'abord resituer les enjeux pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et si on se place en 2030, on peut se dire que de façon positive, on aura déjà fait un bon pas en avant. Aujourd'hui, 70% des consommations d'énergie en France et en Île-de-France sont des énergies fossiles. On l'oublie un peu trop souvent. Seulement 30% d'électricité plutôt décarbonée grâce au mix nucléaire renouvelable. Donc l'enjeu, c'est de substituer de plus en plus ces énergies fossiles vers des énergies dites moins carbonées. Et d'ailleurs, il y a une étude toute récente qui est parue par Bloomberg qui dit qu'à horizon 2030, 60% d'électricité supplémentaire sera apportée ou développée globalement dans le monde. Alors, il y a 3 volets essentiels majeurs, je dirais, pour décarboner les usages d'énergie. Le premier, c'est de réduire les consommations dans les logements et dans l'habitat, dans le tertiaire, on y reviendra. Évidemment, développer les énergies renouvelables, et en particulier le solaire. On voit à quel point il brille aujourd'hui, et si on avait un peu plus de panneaux photovoltaïques en Île-de-France, évidemment, et je pense qu'en 2030, on aura beaucoup plus de solaire. Et puis le troisième, c'est effectivement la mobilité. Donc la mobilité, le Grand Paris Express, quand même, en 2030, sera livré, et même s'il sera saturé, il permettra quand même de transporter énormément de franciliens. Les bus également, les flottes de bus auront été converties à l'électrique ou à l'hydrogène. Et puis la mobilité individuelle aura complètement été transformée à horizon 2030. Aujourd'hui, 2% seulement des voitures neuves immatriculées sont des véhicules électriques. À horizon 2030, on prévoit que ce sera 30%. Donc, et pour ça, pour nous, EDF, ça veut dire développer beaucoup de bornes de recharge, puisque un des freins à l'acquisition de véhicules électriques, c'est évidemment de pouvoir se recharger, même si en réalité, on ne fait que quelques kilomètres par jour, et souvent, on a besoin de se recharger qu'une fois par semaine, mais il y a besoin d'avoir cette réassurance. Donc, on va développer en France, aujourd'hui, on exploite environ 7000 bornes de recharge. On va multiplier par 10 à horizon 2022 les bornes de recharge. Où, les bornes de recharge ? Alors, on va les installer, évidemment, en surface, c'est le cas dans Paris déjà, mais aussi dans les parkings. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 2030, les flottes de véhicules seront beaucoup plus partagées. Donc on peut considérer que quasiment toutes les flottes des collectivités locales et des entreprises seront converties en flotte électrique. Et il y aura beaucoup plus d'autopartage, y compris de l'autopartage dans les véhicules, dans les flottes des entreprises qui pourront être autopartagés avec les particuliers, et les parkings eux-mêmes, puisque vous posez la question César, où seront les bornes de recharge, les parkings eux-mêmes seront beaucoup plus partagés. On travaille en particulier avec une start-up qui s'appelle Zen Park, qui prévoit justement de pouvoir mieux gérer ces infrastructures de parking pour qu'on évite de développer à profusion les parkings, mais au contraire qu'on les autopartage davantage. Cécile Maisonneuve, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé, pas seulement des parkings, on a aussi beaucoup parlé du périph'. Mais il y a aussi tous les travaux prospectifs en cours sur les autoroutes et les voies rapides du Grand Paris. Comment vous emparez de ce sujet, sachant que la Fabrique de la Cité est rattachée au groupe Vinci, leader du BTP? Comment vous emparez de cette problématique de mettre les routes aussi au service des transports en commun congestionnés? Effectivement, la Fabrique de la Cité est un fonds de dotation qui est financé par le groupe Vinci. À ce titre, elle mène ses travaux dans une perspective d'intérêt général. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est comment finalement on peut, pour 2030, réconcilier les deux systèmes de mobilité qu'on a construits en parallèle. Il y en a un dont vous avez abondamment parlé dans la table ronde précédente qui concerne le transport en commun avec ce projet fondamental qu'est le Grand Paris Express. Et puis, il y a cet autre système de mobilité, c'est le tiers des kilomètres parcourus aujourd'hui en Île-de-France. C'est ceux qui parcourent plus de 20 km par jour, qui n'ont pas d'autre alternative que la voiture. Et comment on répond à ce problème-là? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a
un réseau qui n'est pas du tout saturé en Île-de-France, qui s'appelle le réseau routier et autoroutier. Ça va vous paraître paradoxal ce que je vous dis. Il est peut-être saturé en voitures, il n'est pas saturé en personnes. Or, la mobilité, c'est de faire rouler des personnes, pas de faire rouler des voitures. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'utiliser ce fantastique maillage routier et autoroutier qui est une force qu'a le Grand Paris par rapport à beaucoup de capital monde, c'est de le regarder sous un autre angle pour l'optimiser. Et à ce titre, on peut faire plein de choses et je vous invite à aller voir ce qui est présenté au pavillon de l'Arsenal depuis 2 semaines sur l'avenir des routes et autoroutes d'Île-de-France. C'est un appel à projets innovants qui a été lancé par le Forum métropolitain du Grand Paris. Et le projet que je vais vous présenter, évidemment, c'est celui dont faisait partie Vinci Autoroute avec David Mangin de Seurat, avec Carlo Ratti et avec Léonard qui nous héberge à la Fabrique de la Cité dans le 12e. Et ce projet, c'est New Deal. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que rien que jusqu'à 2024, on peut mettre en place, à infrastructure constante, un système à la madrilène. C'est-à-dire qu'on libère, alors je ne sais pas s'il y a des représentants de l'État ici, on libère la bande d'arrêt d'urgence pour faire rouler des bus, et ce qui permet notamment aux 300 000 autosolistes qui chaque jour passent de la 2e couronne à la 1re couronne, de trouver une solution alternative précisément à l'usage de la voiture seule. Et d'ici 2030, on peut aller plus loin en réservant les voies de gauche des routes et des autoroutes à des bus, à des covoitureurs, à de la mobilité propre. Et avec ça, on peut déjà diminuer le trafic considérablement et diminuer les émissions. Et ce qu'on fait en fait en connectant ces 2 systèmes, parce que le but c'est de rabattre la mobilité individuelle vers le transport en commun, vers ce fantastique investissement qu'on est en train de réaliser avec le Grand Paris Express. Et en faisant ça, vous connectez les 2 systèmes et derrière, vous connectez un système à mobilité carbonée vers un système à mobilité décarbonée. C'est ça le projet. Et vous verrez, il y a aussi tout cela s'accompagne aussi d'une vision sur l'avenir du vélo en Île-de-France, avec une utilisation des routes nationales pour en faire des autoroutes à vélo, parce que là aussi, on a un énorme potentiel pour faire rouler autre chose que des voitures. Est-ce qu'on pourra aller vers la vidéo-verbalisation des conducteurs qui sont seuls et qui ne sont pas à 2 dans la voie réservée au covoiturage? À l'évidence, il va falloir mettre en œuvre un certain nombre de technologies. Alors de ce point de vue-là, j'allais dire la référence et la non-référence en même temps, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est Singapour. La référence parce que 10 heures de congestion par an, bon, nous on est à 70 heures, on a doublé le temps de congestion quand même en 10 ans. Et la référence aussi parce que investissement massif, notamment dans un système satellitaire, pour contrôler le trafic. Mais derrière, une logique, quand vous allez à Singapour, ce qu'il vous explique, c'est notre référence, et là je pense qu'il faut l'entendre, c'est ce que vous construisez, ce que vous avez déjà construit vous à Paris, c'est-à-dire une densité de transport en commun unique au monde, qui rend la ville accessible à tous, et ça c'est important, à tous. Et notre sujet à Singapour, c'est à travers toutes ces technologies de contrôle, de rabattre les véhicules vers le transport en commun. Alors nous, on a une législation fort heureusement beaucoup plus protectrice sur la vie privée, sur les données personnelles, et je ne suis pas béate devant la technologie, mais je ne doute pas qu'avec des startups, j'allais dire, qui ont un sens de l'éthique de l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle, on puisse travailler à des solutions qui permettent de contrôler tout en respectant la liberté des individus. La ville accessible à tous, comme vous venez de le dire. Dominique Alba, vous y travaillez à l'atelier parisien d'urbanisme, parce que la promesse aussi des transports en commun de 2030, c'est la ville du quart d'heure, la ville avec tous les services accessibles à pied. En tout cas, c'est ce que permettra le réseau du Grand Paris Express. Il ne marche pas? Si. Tout le monde entend? Je sais pas. Oui. Voilà. En tout cas, c'est ce que permettra le nouveau réseau de transport. Il suffit d'aller sur le site de la Société du Grand Paris et vous verrez les temps de transport qui se rapprochent de temps que moi je qualifie comme ça de parisien. Ce n'est pas de l'hégémonie du terme, c'est que c'est 20 minutes, 40 minutes. Donc Clichy-Montfermeil, vous aurez une augmentation de l'accessibilité à l'emploi de 1000%. C'est-à-dire qu'en 1000%, vous avez accès à tout le bassin d'emploi, Paris, la Défense, etc. Alors qu'aujourd'hui, vous n'avez pas accès à un bassin d'emploi, tout simplement. En tout cas, ce qui relève de l'emploi tertiaire. Et puis parallèlement, nous menons un travail avec la métropole du Grand Paris sur la mise en place de ce fameux SCOT. Ce n'est pas un monstre du Loch Ness, c'est juste donc avec l'IAU Île-de-France, la PUR et la métropole. Nous travaillons sur un document qui en gros se représente sous 7 cartes. On pourrait dire que 3 traitent du bien commun. Le bien commun, on va dire que c'est ensemble la mobilité. Donc là, personne ne peut dire que la mobilité appartient à sa commune. J'ai bien entendu Philippe Laurent, le maire de Sceaux, dire qu'il voulait que l'aménagement soit de nouveau limité à la commune. En tout cas, sur la mobilité, on accepte tous que ce soit traité à d'autres échelles.
toutes variables. La deuxième chose, c'est le grand paysage, la Seine, les collines, les bois, les forêts sont des biens communs que l'on partage tous. Et le troisième, c'est les nuisances et les risques. Ça, c'est des biens communs. Et puis après, on a 4 sujets sur lesquels on aimerait, je dirais, avoir tous des possibilités d'être autrement. Je vais les résumer. C'est la métropole de la transition énergétique, mais aussi la transition écologique, mais aussi la transition économique, puisqu'on va de plus en plus développer ou chercher à développer non pas des pôles d'emploi tertiaires, mais plutôt des activités de proximité avec le tissu PME, PMI qui est extrêmement puissant dans tout l'Est métropolitain, qui est aujourd'hui un peu le territoire qui avance moins vite que l'Ouest, on va dire ça comme ça, mais qui est sans doute celui qui offre le plus de possible. Le rapport à la nature, tout le monde veut de la nature. Le maire de Sceaux, pareil, on parlait ce matin. Comment on fait? On veut désimperméabiliser, planter des arbres. Comment on fait? La polycentralité. Et ça, le réseau de transport nous l'offrira, c'est-à-dire qu'on aura des possibilités quart d'heure à pied près de chez soi, mais aussi quart d'heure pour aller au théâtre, par exemple, ou pour pratiquer du sport ou d'autres activités encore. Et puis enfin, celle de la mixité sociale, qui est un sujet très important, sur lequel aujourd'hui, la métropole du Grand Paris, comme l'Île-de-France d'ailleurs, ont beau avoir un taux de logements sociaux qui est peut-être au-delà des seuils demandés dans la loi SRU, cette implantation est très inégalement répartie. Donc il faut continuer, pour le coup, là, le rééquilibrage à l'échelle la plus fine possible, donc à l'échelon communal. Voilà un peu, en gros... Philippe Laurent disait aussi tout à l'heure qu'il fallait densifier la ville, construire plus haut. Oui, et il disait ça, mais je voudrais revenir sur des choses qui ont été dites pour peut-être remettre les pendules à l'heure sur la croissance. On attend à peu près, à horizon 2050, 750 000 habitants de plus en Île-de-France. La moitié est prévue dans la métropole du Grand Paris. Et puis parallèlement, on a aujourd'hui des taux de construction de logements extrêmement élevés, qui sont quasiment le double de ce qu'on pouvait observer dans les années 2010, que ce soit à l'échelon régional où on approche les 90 000 logements, à l'échelon métropolitain les 45 000. Et en fait, le solde net de cette production, qui est en fait le vrai logement tout neuf, c'est un peu la moitié. Donc, au-delà de, comme disait Stéphane Baudet, de la révolution qui nous attend avec tout ce que vous avez cité, on a sans doute une révolution psychologique à faire sur plutôt la pertinence de notre mode de vie au regard de ces décalages qui, eux, ne se ralentissent pas. Et donc, quand on parle de désimperméabiliser, on pourrait parler aussi de la démobilité, et on pourrait peut-être parler de la recohabitation et pas de la décohabitation. Donc, ce sont des nouveaux champs. La Pure, comme vous le savez, c'est de la prospective. Donc, on a analysé là les 10 millions de mètres carrés qui restent à produire et qui sont programmés dans 35 quartiers de gare qui vont être livrés en 2025. Donc, c'est très, très précis. Ce travail est fait avec un groupe qui s'appelle Vitalité des quartiers de gare, mais qui réunit quand même Grand Paris Aménagement, la Société du Grand Paris, les PFIF, la DRIE public foncier d'Île-de-France. Et la Pure. Comment ? Les FIF, établissements publics fonciers d'Île-de-France. Oui, pardon, excuse-moi. Et on voit bien là les décalages, en fait, les potentiels que l'on a mis en place et les décalages qu'on a dans ce même potentiel, mais ce sera une autre histoire. Éric Groven, monsieur immobilier chez la Société Générale. Révolution psychologique, transition écologique, révolution numérique, intelligence artificielle. Vous avez du boulot pour 2030. Comment vous allez vous y prendre? Alors, on a du boulot pour 2030 parce que la façon de construire la ville a changé. Autrefois, on divisait un terrain en parcelles, on allouait les parcelles à différents promoteurs qui se coordonnaient plus ou moins entre eux. Aujourd'hui, la politique a fondamentalement changé puisqu'on conçoit les villes ou les nouveaux quartiers de ville d'une façon globale et on essaie de les centrer autour des nouveaux usages et des besoins des futurs habitants. C'est comme ça que, notamment, on doit intégrer ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'évolution de cette ville connectée, de cette ville intelligente, qui, comme vous le disiez également, nécessitera une modification des modes de vie. Si la façon de construire la ville connectée se modifie, il faut avoir aussi en tête que la manière dont on associe en amont les futurs habitants à leurs futurs quartiers a changé aussi, puisque dans les concours auxquels nous répondons, ou dans les appels d'offres, souvent une phase de concertation avec les futurs habitants ou les habitants du quartier est engagée, parfois longue, qui modifie les projets et aboutissent à essayer de construire, autant qu'on est capable, une ville plus inclusive dans laquelle le vivre ensemble est mieux protégé, mieux valorisé. Ça, c'est la ville inclusive. Alors, au-delà de ces grands éléments théoriques, il faut bien voir que cette manière de construire la ville implique d'associer des compétences nouvelles, des compétences qui traditionnellement n'étaient pas associées à la construction de la ville. Et par exemple,
au-delà des compétences des urbanistes, des architectes, on voit fleurir, c'est le cas de le dire, des paysagistes, des sociologues, des économistes, mais également des experts dans la gestion des déchets, de la mobilité, de l'énergie, parce que la ville qu'on veut construire, et dans le Grand Paris de 2030, sans doute le verra-t-on dans les nouveaux quartiers, on veut également une ville qui soit durable, c'est-à-dire une ville qui prenne en compte les éléments de la transition écologique au travers de la politique bas carbone, du réchauffement climatique, de la gestion de la mobilité, de la qualité de l'air. Et à cet égard, si ça vous intéresse, vous verrez de l'autre côté dans la pièce voisine ce que nous proposons dans la Ville Plus, qui est la start-up interne de la Société Générale, dans laquelle nous aidons les aménageurs et collectivités publiques à construire la ville de demain, au travers de la mesure des impacts, les impacts de ces nouveaux quartiers en matière de citoyenneté, en matière d'immobilier, en matière de gestion des ressources, et également en essayant de coller au plus près aux 17 objectifs de développement durable que l'ONU a fixés dans son agenda de 2030. Voilà donc l'enjeu de la fédération de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux usages, c'est de développer la qualité de vie des habitants en les associant au plus près au projet de construction de la ville et en intégrant toutes ces nouvelles compétences qui sont nécessaires pour mieux percevoir les besoins et les nouveaux usages dans la ville de demain. Il y a encore une étude qui est sortie la semaine dernière qui disait de OpinionWay, pour Cap Collectif, la Civic Tech qui a piloté le grand débat national, qui disait que 75% des Français veulent participer à la construction du projet des candidats aux élections municipales. Est-ce que vous, les promoteurs comme vous, doivent s'associer aux candidats dès maintenant pour dire voilà ce qu'on va faire ensemble, ou c'est trop tôt, ce genre de choses? Alors, s'associer aux candidats aux municipales, c'est notre quotidien, puisque nous travaillons avec les élus 365 jours par an, quand ce n'est pas plus. Donc, ça existe déjà. Simplement, ce sont souvent les élus maintenant qui, dans la manière dont ils rédigent les clauses des concours, nous proposent une phase de concertation. Et elle est très suivie. Je ne citerai pas d'exemple précis ici, mais dans une commune de région parisienne, nous avons loué le théâtre de la ville, organisé un matin la présentation des 3 projets des promoteurs. Il y en a certainement qui se reconnaîtront dans cette pièce. Et il y avait 700 personnes dans le théâtre pour poser des questions et évidemment essayer d'améliorer le projet. Alors c'est un peu comme à la Samaritaine, on trouve de tout, donc il faut faire le tri, parce que entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible, le principe de réalité s'impose. Mais globalement, je peux dire que Sogeprom, puisque c'est nous qui étions dans ce concours, nous avons modifié notre projet pour tenir compte des suggestions qui nous ont été faites et des améliorations auxquelles on n'avait pas pensé, juste parce qu'on n'habite pas là. Voilà, et en habitant là, il y avait des choses qui s'imposaient et qui permettaient d'améliorer la qualité de vie des habitants de cette commune et qui ont été intégrées dans notre proposition finale. Jean-Yves Pignal, est-ce que c'est quelque chose, vous aussi, que vous suivez chez OGIC, d'offrir tous ces services dans les immeubles de demain? Oui, tout à fait. C'est la question de ces défis qui se posent à nous, le mur qui est devant nous pour atteindre les objectifs de développement durable, pour atteindre cette décarbonation, ce zéro carbone en 2050, c'est un tel mur qu'il ne peut être atteint que dans une logique extrêmement inclusive et qui crée une adhésion collective très forte entre toutes les parties prenantes de la société. C'est un défi qui est... il y a la question de la programmation, la question des usages, la question des mobilités. Pour nous, promoteurs, bâtisseurs, constructeurs, il y a déjà une première marche à franchir qui, en tant que telle, nous mobilise prodigieusement. Elle va de pair avec cette logique inclusive et cette logique de concevoir des projets urbains plus globaux et plus multifacettes qui nous fait sortir de ce pur champ de la construction. Reste que aujourd'hui, le secteur résidentiel, le secteur de la construction résidentielle tertiaire, c'est 20% des émissions de CO2. L'acte de construire lui-même, c'est la moitié des émissions est liée au béton. Et effectivement, on a, je dirais presque un préalable à franchir, qui est comment on bâtit. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas aussi une forme de
je veux dire le gros mot, de responsabilité dans l'acte de bâtir pour offrir des bâtiments vivables Tout à fait. demain. On a deux défis majeurs. Et je vais peut-être commencer par le second, j'avais pensé partir dans l'autre sens, mais je pense qu'il faut parler des deux en même temps. Le premier, c'est comment moins émettre, comment réussir à construire sans carbone, sachant qu'on construit en béton et que ça émet. Le deuxième, et je vais partir de celui-là, c'est comment on s'adapte en 2050. J'invite tout le monde à relire le rapport, l'exécutif sommaire du GIEC, ça fait 16 pages, il y a beaucoup d'images, c'est très simple à lire, c'est très illustré, et on se prend une claque à chaque fois qu'on le regarde. Le climat du Grand Paris de 2050 dont on parle, c'est le climat de, au mieux, Barcelone, sans doute davantage Alicante. Les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, c'est des bâtiments dans lesquels vivront des gens qui auront ce climat-là. Alors, la journée d'aujourd'hui se prête bien, et c'est sûr que si ça veut dire qu'en 2050 tout le monde installera un climatiseur chez soi, on ne va pas résoudre le problème. Donc ça, c'est un changement majeur pour nous dans la façon dont on construit les objectifs qu'on se donne, et dans un dialogue permanent entre la norme et l'application, entre les désirs des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, qui ne se projettent pas forcément suffisamment dans ces défis-là, et comment nous, on crée un objet avec des architectes, des bureaux d'études, qui répond à cette demande. Ça, c'est un morceau cardinal. Le deuxième morceau, c'est comment on construit sans émettre de carbone. Il y a évidemment le bois, on en parle énormément, c'est une évidence, c'est un matériau renouvelable, c'est un matériau qui stocke du carbone quand les autres matériaux en émettent dans leur processus de fabrication. C'est un matériau en revanche qui répond quand même beaucoup moins bien que d'autres à cet enjeu de s'adapter à une ville où il fera quand même beaucoup plus chaud et un besoin d'inertie thermique autrement plus important. Et c'est surtout une transformation dans l'architecture et dans le cadre de vie. Le béton, au-delà de son économie, il a cela pour lui d'être très ductile, d'être très libre dans ce qu'il permet de produire. Construire en matériaux biosourcés, principalement en bois, il faudra quand même du béton, il en faudra beaucoup moins. Il en faut pour les socles. Il en faudra pour les socles, pour les sous-sols. Et si on veut être neutre en émissions, une fois qu'on a mis du béton dans les socles, dans le sous-sol et dans quelques contreventements verticales, le reste, il faut sans doute en faire autre chose. Alors, il n'y a pas que le bois en biosourcé. La pierre, justement, elle apporte une inertie, elle apporte plein de choses. Et on a là une matière qui est disponible, qui n'est pas renouvelable, mais qui est disponible. Ce recours au bois, ça va transformer notre architecture. Et là aussi, promoteur, on a un rôle central à jouer, notre rôle de médiation, de mettre en musique une architecture avec un architecte des bureaux d'études, de la faire susciter une adhésion, un désir par des acquéreurs, par des élus qui vont nous autoriser à construire le bâtiment. Et là aussi, on est dans quelque chose de nouveau et un champ formidable qui s'ouvre à nous parce que on va devoir sortir d'une habitude du béton qui permet finalement de tout faire sans se poser de questions. Et le troisième écueil qu'on a devant nous, promoteur, qui est essentiel, c'est celui de l'économie, parce que ces modes constructifs sont plus onéreux. Alors, bien sûr, on croit tous dans les progrès de la mise en place de filières qui vont se structurer, de processus constructifs qui vont se normer. Comme le béton, on a pris pendant des décennies à adapter, pour l'adopter. Là, on va faire de même. Reste qu'aujourd'hui, on a un défi économique et là aussi, on a tout à construire avec les pouvoirs publics pour les investisseurs, pour ceux qui le veulent, pour trouver cette économie. Aujourd'hui, le bois, on en parle beaucoup dans les marchés où on trouve une profondeur de marché qui permet de le financer. On fait dans les grandes villes, notamment à Paris. En revanche, le gros de la production en France reste majoritairement en parpaing et en béton. Et ça, cette économie-là, il faudra bien la trouver si on veut tenir ces objectifs qui sont les nôtres en tant qu'opérateur durable. Catherine Lescure, justement, est-ce qu'on ne pourra pas faire des économies avec l'efficacité énergétique et même, faisons un rêve,
des 100% de bâtiments passifs en énergie? Alors oui, bon, d'abord, en 2030, Dominique l'a dit, hein, même s'il y a beaucoup de constructions neuves dans le Grand Paris et dans l'Île-de-France, la grande majorité du bâti existe déjà. Donc il va falloir rénover et s'engager très fortement dans la rénovation. Je crois que c'est ce que les pouvoirs publics veulent faire. Ils annoncent 38% de chaleur finale renouvelable à horizon 2030. Et de notre côté, à EDF, on est assez convaincu que les pompes à chaleur vont probablement être une formidable solution, puisqu'ils utilisent un peu d'électricité, mais surtout de l'air, de l'eau, et donc c'est très largement renouvelable. Et on vient de sortir il y a quelques semaines une offre qui permet, quand on cumule avec les aides déjà proposées par les pouvoirs publics, on va jusqu'à de 3 000 à 4 500 euros qui sont abondés par EDF pour proposer en particulier à des clients résidentiels de transformer leur chauffage fuel vers des pompes à chaleur. Donc ça, et comment vous pouvez aller dans les AG de copropriété et convaincre les gens qu'il faut payer pour moins payer dans quelques années? Je parlais justement du logement individuel. C'est évidemment beaucoup plus facile sur le logement individuel, même si ça reste compliqué. Il faut arriver à simplifier toutes ces démarches administratives parce qu'il y a beaucoup d'aides en réalité qui existent déjà. Simplement, c'est tellement diffus, compliqué, qu'il faut aider. Alors ça, déjà pour les particuliers, c'est un sujet, mais alors quand on rentre sur les copropriétés, alors quand on est sur de l'habitat social, on y arrive plutôt pas mal, et là aussi les pompes à chaleur sont notamment dans le neuf une très bonne solution. On le voit dans les appels à projets du Grand Paris, systématiquement c'est ce qu'on propose dans les groupements dans lesquels on se trouve. Par contre, sur du bâti collectif en copropriété avec des propriétaires privés, c'est beaucoup plus complexe. Ça veut dire qu'il faut, alors on travaille beaucoup avec l'Agence parisienne du climat, ça veut dire qu'il faut faire les travaux au moment où il y a de la réhabilitation importante dans un immeuble, et profiter à ce moment-là de travailler sur l'enveloppe, sur les ouvrants et en même temps sur le système de chauffage. Mais il faut savoir qu'une pompe à chaleur, ça permet quand même de réduire de 3 à 4 fois sa consommation de chauffage. Donc c'est absolument conséquent. Et puis sur la réhabilitation, on vient de gagner un appel à projet du C40. Donc là, on est vraiment dans une logique de développer de réhabiliter un ancien... Le C40, juste pour rappel, c'est la réunion des 40 villes voilà, engagées pour le climat. Les 40 plus grandes villes, présidées par Anne Hidalgo, qui met des critères sur le carbone vraiment très très fort. On est là sur l'idée de transformer un bâtiment ancien, un bâtiment qui a été construit dans les années 30, qui est à côté du futur village olympique au carrefour Pleyel, et de le transformer avec une canopée solaire, donc énormément de photovoltaïque, avec une extension bois, avec des matériaux biosourcés, et on a Saint-Gobain avec nous dans le projet qui va travailler vraiment sur une façon de reconvertir des matériaux. Et une serre verticale qui va apporter de l'air, puisque finalement il y a beaucoup de systèmes. Il y avait hier une conférence organisée par l'Agence parisienne du climat sur le rafraîchissement. Et en fait, quand on regarde ce que montrent les architectes, c'est que dans Paris, par exemple, il y a beaucoup de volets qui ont été retirés pour des questions esthétiques, je crois. Je me tourne vers Dominique, je ne sais pas très bien pour quelle raison on a retiré les volets des bâtiments. Sauf que quand il fait très chaud ou quand il fait très froid, la meilleure solution, c'est déjà de fermer des volets. Donc il y a des solutions déjà toutes simples qui peuvent être appliquées. Et puis ensuite, il y a les nouvelles technologies. Il y a des systèmes intelligents qui vont permettre de mieux maîtriser sa consommation. On offre par exemple, nous, une solution qui s'appelle SOWI, qui permet de gérer à distance ses consommations d'énergie. On n'est pas toute la journée en train de penser à ce qu'on va faire de sa consommation d'énergie. Mais par exemple, le chauffage ou le rafraîchissement dans les bureaux, ben évidemment, il n'y a pas tellement d'intérêt à ce qu'on chauffe quand il n'y a personne dans les bureaux, mais par contre, il faut chauffer 1 heure avant qu'on arrive pour que quand on arrive, ben, on soit confort. Mais voilà, donc toutes ces solutions, je pense, mises bout à bout, permettent quand même de penser qu'en 2030, on aura déjà beaucoup avancé dans la neutralité carbone, dans le collectif,
dans l'individuel. Et ça, c'est tous ensemble, hein, avec l'ensemble de la filière qu'on peut y arriver. Individuel, collectif, mais il faut d'abord pouvoir se loger, parce que le logement social, aujourd'hui, c'est 25% du parc francilien. Il y a aussi le logement libre, mais entre les deux, le logement abordable, on peine encore à le trouver. Cécile Maisonneuve, vous qui fabriquez la cité, sans faire de mauvais jeu de mots, au quotidien, comment on peut résoudre ce problème ? Alors effectivement, cette question du logement abordable, nous on l'a abordée l'an dernier dans une étude qu'on a faite qui compare 7 métropoles européennes. En France, ce sont Paris et Bordeaux, en Allemagne, Munich, Berlin, Londres, et puis il y a Stockholm et Varsovie. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe que toutes, à l'exception d'une, et je vais y revenir, toutes les métropoles européennes sont en train de perdre la bataille du logement abordable. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est qu'on est en train de voir les classes populaires, mais aussi les classes moyennes, qui sont exclues du cœur des métropoles. Donc, me semble-t-il, le défi absolument majeur du Grand Paris en 2030, c'est de résoudre la question du logement abordable. Alors, le Grand Paris Express est une réponse, parce que l'idée du Grand Paris Express, on le sait tous, à travers le rôle des gares, c'est de contribuer à cette fluidification du marché du logement francilien. Est-ce que ça suffira ? Je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Et si je parle d'un projet de mobilité quand je parle de logement, c'est que la question qui nous est posée au fond, c'est la question de comment habiterons-nous le Grand Paris de 2030. Et l'habiter, c'est bien ce croisement, ce nœud entre mobilité et logement. Un nœud qu'il nous faut absolument réfléchir systématiquement, y compris pour des questions climatiques d'ailleurs. Parce que je pense que ça n'a pas grand sens d'aller inaugurer des bâtiments à énergie positive quand ils ne sont reliés à aucune infrastructure de mobilité et que, conclusion, pour s'y rendre ou pour en partir, il faut prendre sa voiture. Donc il va falloir casser ce type de silos, ces raisonnements qui n'en sont pas, qui sont des habitudes. Et il va falloir vraiment penser l'habiter. Parce que penser l'habiter, au-delà du sujet climatique, c'est penser la qualité de vie. Alors sur le sujet du logement abordable, on ne peut pas dire que rien ne soit fait. On sait, alors si je parle de Paris Intramuros, il y a vous l'avez dit, une politique de logement social très volontariste. Il y a tout le sujet de convertir des bureaux en logements. Il y a un plan ambitieux. Mais ça se pose beaucoup d'obstacles. Un des principaux obstacles, c'est que dans le bilan d'un assureur ou d'une foncière, il vaut mieux avoir des bureaux que du logement. On voit cependant de plus en plus d'investisseurs intéressés par ces projets. Est-ce que ça produit du logement abordable ? Non. Et ça ne produit pas de logement abordable parce qu'on a un problème de foncier disponible dans Paris. Densifier Paris peut-être, mais je rappelle quand même qu'on est une des villes les plus denses du monde et que quand on compare Paris en termes de densité, on ne la compare pas à Londres ou à Berlin, on la compare au Caire ou à Dakar ou au Bangladesh. Paris, c'est ça. Donc, quelle réponse ? Je vous disais, il y a une exception en Europe. Cette exception s'appelle Vienne. Elle est en Autriche. Et la réponse tient en une phrase, c'est que la ville de Vienne est propriétaire de la plus grande partie du logement. Et je pose une question un peu provocatrice. Est-ce qu'on peut raisonner à structure de marché constante si on veut faire du logement abordable ? Est-ce qu'il ne va pas falloir que les villes redeviennent de grands propriétaires ? Stockholm a d'immenses problèmes parce qu'elle a vendu une grande partie de son parc municipal. Elle l'a fait sans changer une règle fondamentale en Suède, qui est le droit au logement pour tous absolu, sans condition de ressources. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser sur la manière dont on produit du logement, dans le Grand Paris. On crée beaucoup de foncier et il faut dire, on construit 3 fois plus de logements au kilomètre carré dans Paris Métropole que dans le Grand Londres. Donc le boulot est fait d'une certaine manière. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et se poser cette question. Comment est-ce qu'on construit un Grand Paris urbain ? Et je reprends là la définition de Jacques Lévy sur l'urbanité. Si Paris est une ville si urbaine, c'est qu'elle mélange densité, diversité. Densité des gens, diversité des gens, des fonctions, voilà. Et c'est ça qu'il nous faut construire, c'est cette densité et cette diversité-là. Donc la question du logement abordable, on ne peut pas y couper, voilà. Mais est-ce que la métropole du Grand Paris, qui est à la fois un pied plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement, où les communes sont en train de se mettre d'accord pour le parc social, et de l'autre, les concours Inventons la métropole, je parle en présence d'un maire qui a cédé 2 sites dans sa commune, c'est en train de déléguer aux acteurs privés aussi le foncier disponible et rare. Et les acteurs privés ont tout autant intérêt que les acteurs publics à ce que les gens puissent se loger. Je veux dire, je ne pense pas du tout qu'il y ait d'opposition de vision dans cette manière de faire. Les acteurs privés, de toute façon,
Les villes vont être des prescripteurs ultra puissants sur vous, acteurs privés. Vous allez devoir vous mettre au développement durable, utiliser moins de béton, utiliser moins de matière et tout. Donc tout le monde va s'y mettre. Je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus et il n'y a pas de dichotomie entre un secteur privé qui voudrait du toujours plus et un secteur public qui voudrait du toujours moins. Je pense que ce n'est pas du tout l'idée. Et précisément, l'intérêt de cette dynamique, me semble-t-il, du Grand Paris Express et de tout ce que ça entraîne, c'est, on le voit bien à travers ces nouvelles manières de faire la ville, c'est que tout le monde est embarqué puisque personne n'a la solution tout seul. Et même les très grands groupes, vous en avez cité un tout à l'heure, ne peut répondre tout seul à ces sujets-là. Et c'est bien pour ça que nous, la Fabrique de la Cité, on existe et qu'on est basé chez Léonard, où on essaye d'inventer avec des toute autre manière de faire. Léonard, c'est le lab d'innovation sur la ville et les infrastructures de Vinci. Et je vous invite, parce que pendant 2 semaines, on fait 20 événements sur la ville sous toutes les coutures. Est-ce qu'il faut construire plus haut, plus bas? C'est dans le 12e arrondissement, place du Colonel Bourgoin. Et c'est bien pour ça que tout le monde est, j'allais dire, embarqué dans cette réflexion, ça a été très bien dit tout à l'heure, où on ne peut plus travailler tout seul, mais il faut faire intervenir plein de disciplines, et puis regarder ce qui se passe ailleurs aussi, parce que finalement, il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer. Dominique Alba, vous travaillez à la fois avec la mairie de Paris, avec la métropole du Grand Paris. Il y a des projets qu'on entend depuis des années, depuis même les années Chirac, maire de Paris. Je pense au grand programme de l'Est parisien. On en avait parlé, souvenez-vous. Est-ce que c'est quelque chose qui va se concrétiser un jour? C'est une question compliquée. Je voudrais juste dire un petit truc Oui, avant. vous pouvez évidemment rebondir aussi. Non, parce qu'en fait, on est en train de se dire qu'il faut qu'on a une vraie déprogrammation à faire de tous les sachants qui sont ici. On va dire, puisqu'on vit dans du confort, on a la capacité intellectuelle à réfléchir, on a de l'information et en plus on agit. Donc nous, on a vraiment un exercice de déprogrammation. Mais je reviendrai, et donc quels sont les outils qui peuvent nous aider? Parce que je pense que par exemple, toutes ces équipes pléthoriques que les promoteurs ont été amenés à mettre en place pour répondre à réinventer Paris, puis à inventer la métropole, à la fin, il y a quand même un truc qui s'appelle le bilan d'opération. Et là, l'équipe pléthorique, en gros, et c'est le financier qui fait le bilan d'opération. Je ne citerai aucun exemple, mais je pourrais en citer, et des très ambitieux qui sont dans des grandes difficultés because bilan d'opération. Donc quand on est dans un système comme Paris, où après tout, le mètre carré est très cher, peut valoir cher, ou que le système de valeur est différent, la question ne se pose pas tout à fait de la même façon. Et donc je voudrais dire une chose, c'est que les architectes ont une formation de chef d'orchestre et qu'il ne faudrait pas l'oublier et qui sont en capacité de vous aider sur la programmation, le baba, toute la liste de tous les experts que vous venez. Voilà, c'est un petit message pour ma profession d'origine, mais c'est important. Je dis ça aussi parce que je voudrais remercier la tribune, parce que je crois que c'est la première fois que je vois un colloque où il y a à peu près équilibre homme-femme dans les tables rondes. Et donc je voudrais vous féliciter très chaleureusement, parce que même à l'ordre des architectes avant-hier, c'était uniquement masculin, alors que la grande majorité des femmes des architectes sont des femmes. Dominique Alba, la présidente de l'Ordre des architectes Île-de-France, qui était sur la table ronde inclusion tout à l'heure, était désolée elle-même en tant que femme. Mais je le dis parce que c'est pas si facile de l'organiser. Il faut que ce soit une vraie volonté. Et vraiment, je veux vous féliciter. Bon, même s'il y a une petite caricature avec les automobiles, mais tout le monde sait que les petits garçons jouent aux voitures. Mais quand même, c'est important. Et c'est important parce que ça fait partie du mécanisme des objets nouveaux. Voilà. Dans les objets nouveaux, on a quelque chose aussi, pour reprendre un exemple, et vous inquiétez pas, je parlerai de l'Est et je ne serai pas très longue. Tout à l'heure, Stéphane Baudet a dit, il y a un monsieur en Israël qui a inventé Waze et ça me pourrit ma ville. Quand on va au MIPIM, il y a des grands financeurs qui ont des définitions de produits immobiliers qui, d'une certaine façon, guident le marché. Alors, je ne vais pas dire le pourrissent, mais le guident. Et aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on dit tous de manière vertueuse, leur guide, ce n'est pas très raccord avec ce qu'on attend. Donc, nous, on s'est dit, comment on fait pour aider là-dedans, pour aider? On s'est dit, il faut qu'on réfléchisse. Donc, on a regardé tous ces chiffres métropolitains et on se dit, peut-être qu'il faudrait qu'on invente, en particulier dans l'est de la métropole, c'est-à-dire, je prends la ligne 14. D'un côté, c'est la ville du XXe siècle, tertiaire, organisée, vous connaissez les codes, tout le monde y va. D'ailleurs, c'est dans les Hauts-de-Seine qu'il y a eu le plus grand nombre de mètres carrés agréés par le préfet. Il y en a eu plus que dans tous les autres départements, y compris Paris.
je me permets de le signaler, on est au-dessus du 1 million de mètres carrés agrément bureau. Donc il va falloir maintenant parler de reconversion aussi, parce que ce n'est pas juste de dire que c'est que des bureaux neufs, ce n'est pas exact. Il y a la défense dans le TAS qui est très très important. Et du coup, on se dit, à l'Est, on est peut-être l'endroit où il faut qu'on invente quelque chose du 21e siècle, un peu différent. Et c'est vrai que, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, à l'époque où Chirac a été maire de Paris, il y avait un président de la République qui s'appelait François Mitterrand qui construisait des grands projets. Et donc, le problème pour le maire de Paris... Dont la Grande Arche il y a 30 ans. Dont la Grande Arche dans laquelle nous sommes. Et donc, il fallait quand même faire exister Paris. Et donc, Jacques Chirac a souhaité qu'il y ait un plan-programme de l'Est parisien. Et il a mis beaucoup d'argent pour faire les quartiers qui, aujourd'hui, sont les quartiers dans lesquels le taux de cadres supérieurs augmente le plus vite de tout Paris. Voilà, les chiffres sont en train de sortir, les notes vont sortir dans quelques jours. Donc là, on a quand même un résultat. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça donne ça. Et du coup, on s'est dit avec le préfet Cadeau, avec Thierry Lajoie, avec les PFIF, enfin avec tout un tas de gens qui réfléchissent, pas encore la Caisse des dépôts, mais je vais dire un mot à Marianne parce que je l'ai vu arriver. On dit peut-être qu'il faudrait qu'ensemble on essaie de travailler sur cette manière de faire autrement, sachant que parallèlement la production de mètres carrés ne peut plus être le moteur de la planification, ce qui est un problème pour le monde de l'immobilier, puisque en fin de compte, tout un monde qui s'est installé et qui s'est très financiarisé, qui est l'immobilier. Moi, je discute beaucoup avec des responsables importants de la promotion immobilière. Je leur dis, est-ce que vous pouvez imaginer, en tout cas pour ce qui relève de l'immobilier d'entreprise, votre disparition programmée à 20 ans? Puisque, en gros, il y a 40 ans, vous commenciez à peine à exister. Donc, vous pouvez disparaître. Ça n'est pas un sujet. Habiter, ce sera toujours le cas. Travailler, ça change de forme. Et puis, on a beaucoup de mètres carrés en stock, donc on peut y réfléchir. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est intéressant de mettre ensemble pour aller loin dans le dispositif. Et c'est vrai qu'on se disait que peut-être que l'Est métropolitain pourrait être ce guide, je dirais, avec tout l'espace vert qu'on a à disposition, tout le pavillonnaire que les gens adorent, mais qui est en train de vieillir, et comme disait Catherine, qu'il va falloir aider, etc. etc. Et pour reprendre les propos de Cécile, c'est vrai qu'on réfléchissait, on discutait tout à l'heure avec cette même conclusion qu'il fallait qu'en fait la puissance publique soit plus propriétaire du logement, bien au-delà du logement social, et que c'est sans doute l'idée du conventionnement du logement intermédiaire qu'il va falloir qu'on réinvente et qui permettra aussi de réparer tout le stock existant, qui est quand même le plus important, parce que, et je m'arrêterai là, la métropole du Grand Paris, aujourd'hui, c'est 3 600 000 logements, mais c'est 360 000 logements vacants ou sous-habités ou inhabitables, alors qu'on en construit, certes, aujourd'hui, peut-être 40 000 ou 45 000, mais en solde net, c'est-à-dire ce qui vraiment relève d'une nouvelle offre dans le parc, on est plutôt proche de 25 000, pour une population qui augmente de 30 000 par an. Donc il faut quand même regarder ça pour savoir un peu sur quoi on doit travailler collectivement. Éric Groven, encore du pain sur la planche avec tous ces enjeux. On peut y rajouter l'explosion démographique, les 2 millions d'habitants qui vont arriver en Île-de-France d'ici à 10 ans, d'ici à 2030. Je vais vous poser la question que je vous avais posée l'an dernier ici même. Comment on va loger tout le monde? Alors, je crois que je vais répondre à votre question de la même façon que j'y avais répondu l'année dernière, en repartant d'un constat qui est presque devenu un lieu commun. En 1900, un habitant de la planète sur 10 vivait en ville. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2, et en 2050, ce sera 2 sur 3. On constate une accélération du phénomène sociologique de la métropolisation, et cette métropolisation grandissante, elle a 2 impacts majeurs. Premièrement, comment gère-t-on la densité de la population? Et puis, deuxièmement, comment gère-t-on les territoires qui se trouvent ipso facto délaissés au travers d'une fracture sociale qui s'étend? Et on l'a bien vu d'ailleurs avec la crise des Gilets jaunes, quand certains territoires sont délaissés ou se sentent défavorisés, ils finissent par se rebiffer. C'est la crise de l'étalement urbain, en fait. C'est la crise de l'étalement urbain. Alors, si on s'en tient simplement sur la ville, de façon évidente, la métropolisation, elle relève d'un phénomène psychologique très simple. Les gens viennent en ville parce qu'en ville, il y a l'emploi, il y a dans les nouveaux quartiers un habitat de meilleure qualité, il y a des transports, il y a l'accès à la santé, à la culture, à l'éducation. Et donc, je crois qu'il faut accepter cette idée que les villes seront de plus en plus denses et qu'il faudra composer avec cela. Alors, face à la densité urbaine, il y a 2 façons de répondre.
La traditionnelle, qui est un peu dépassée, qui est un peu obsolète et qui est dangereuse, et puis la nouvelle. La façon traditionnelle de répondre à la métropolisation, c'est l'artificialisation des terres et c'est l'étalement urbain. L'artificialisation des terres, c'est rendre constructibles des terres qui étaient au départ naturelles, et l'étalement urbain, c'est construire la ville horizontalement. Et on s'est rendu compte que les conséquences écologiques de ce mode de développement urbain étaient très néfastes. Évidemment, l'artificialisation des terres est un défi à la biodiversité, et puis d'autre part, l'étalement urbain, c'est démontré de façon très claire et scientifique, participe largement au réchauffement climatique. Donc, on se rend compte que si on ne peut plus, comme par le passé et dans les mêmes proportions, construire la ville horizontalement, il faudra la construire probablement un peu plus verticalement. Alors, je vous donne quelques ordres de grandeur. Les tours de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, culminent à 99 mètres. La tour Triangle est prévue pour 180 mètres, et dans les projets dont nous faisons la promotion, on trouve assez fréquemment des tours de 200 mètres. Et vos 3 tours à la Défense, juste derrière? Alors, elles sont au-delà de 100 mètres, mais elles ne sont pas aussi hautes que 200 mètres. Alors, ce qu'il faut aussi dire à ce propos, c'est que la conséquence de ces immeubles nouveaux, ce sera un changement des habitudes et des façons de concevoir la ville, parce que nous ne sommes pas habitués à ces lignes architecturales nouvelles et à l'apparition de bâtiments qui ne seront plus les bâtiments monolithiques des barres d'immeubles tels qu'on a pu les voir, et c'est peut-être une réponse à la question que vous posiez, parce que de plus en plus, on verra arriver des bâtiments mixtes dans lesquels, dans les très grandes tours, vous trouverez des commerces de pieds d'immeubles, un premier niveau de bureaux, puis dans les étages intermédiaires, des immeubles, des hôtels, mettons, de 3 étoiles, puis des logements, et puis dans les derniers étages, des hôtels de luxe avec rooftop et restaurants panoramiques. Et ça, ces immeubles que nous concevons qui deviennent des immeubles mixtes font cohabiter plusieurs usages et rendent d'une certaine façon à la mixité des bâtiments un avenir plus durable que ceux qui étaient programmés pour un seul usage. Donc, je crois qu'on créera de plus en plus de tours, il faudra s'y habituer. Du reste, l'une des questions un peu polémiques qu'on pourrait se poser est de savoir si les PLU, plutôt que d'imposer des hauteurs maximum, ne feraient pas mieux d'imposer des hauteurs minimum. Alors, c'est un peu le promoteur qui parle, hein. Ça je veux bien le reconnaître. Mais enfin, Nexity plaide pour la même chose. Hein. Pardon ? Vous n'êtes pas le seul, Nexity plaide pour la même chose. Oui, enfin, Nexity est aussi un promoteur, si je me souviens bien, et donc les promoteurs, en général, préfèrent qu'on construise des objets plus importants. Mais indépendamment de cela, si on veut lutter contre l'étalement urbain et la fracture sociale que souvent il induit, alors il faudra construire plus haut. Et vous voyez que ça se conjugue finalement avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la nouvelle façon de construire la ville. On construit la ville différemment et on construit des objets différents. Merci. Justement, quand on préparait cette table ronde, Jean-Yves Pignal, on a parlé du code de l'urbanisme. Une usine à gaz qui change tout le temps. Oui, non. Je pense qu'effectivement, ce qu'on se dit là, c'est que se nourrit face à ces projets qui changent la façon dont on voit les choses, dont on les construit, ces défis, ces idées qui sont portées par promoteurs, architectes ou autres. L'ensemble se confronte à un univers normatif qui est donné, qui est fixé et avec lequel il faut composer. Alors bien sûr, ce que disait Cécile, c'est que à un moment donné, l'impulsion, elle ne peut venir que du public. Le leadership, la cible à atteindre, le chemin à parcourir, c'est normal qu'il soit dicté par un corpus normatif qui mette en ligne l'ensemble des acteurs. Et c'est indispensable. En parallèle, c'est les professionnels du secteur qui sont à même de pointer du doigt les obstacles techniques, juridiques, normatifs, qui sont sur le chemin. Par exemple, pour en donner deux, peut-être qui sont
premier, on parlait du biosourcé. Pour tous ceux qui ont pu se confronter à ces projets, on a un défi de plafond des hauteurs qui, aujourd'hui, se fonde sur un gabarit d'immeuble, une typologie habituelle avec des planchers béton. Si on construit différemment, on peut perdre un étage et dans ce cas-là, le projet ne pourra pas se faire et on se retrouve enfermé dans une technologie constructive qui n'est pas forcément la plus vertueuse. Autre exemple qui est plus important et sur lequel tout le monde travaille, public comme privé, parce qu'elle est évidemment déterminante, c'est la question de la destination des immeubles, définie au moment du permis de construire. Et on le voit bien, si on veut tenir ces objectifs, construire cette ville durable, il s'agit de construire des bâtiments qui le sont et surtout de s'assurer que ces bâtiments ils resteront sur pied longtemps. On est dans cette à présent et là Dominique, je suis complètement d'accord avec vous sur la financiarisation de l'immobilier a conduit à des produits de plus en plus typés, que ce soit dans l'hôtelier ou dans le tertiaire et dans le logement. Et cette typologie est de plus en plus normée parce qu'on est un secteur financiarisé et très concurrentiel. Ces typologies normées conduisent à des produits stéréotypés qui, dès lors que les usages changent, rendent le bâtiment qui les héberge obsolète, et les usages aujourd'hui changent beaucoup plus vite que la durée de vie d'un bâtiment. Et là, on a, nous, constructeurs, avec les architectes, avec l'ensemble des bureaux d'études qui nous accompagnent pour construire ces projets, à inventer des typologies suffisamment polyvalentes pour avoir cette durée de vie. Et dans le même temps, il faut réussir à les faire construire et donc à un moment donné à avoir un permis de construire qui fixe une destination, quand même celle-ci devrait évoluer. Et on a là aussi à trouver un débouché commercial et donc à avoir ces échanges avec ces investisseurs qui, eux, sont dans des logiques de produits très, très typés, de faire rentrer... bien dans le micro. De faire rentrer un produit dans un tableau comptable et donc qui rend tout ça. Et ça, c'est un des défis importants qui sont devant nous pour résoudre, et on n'y arrivera pas sans. Dominique Alba, justement, puisque vous avez été cité. Oui, c'est parce que j'ai donné plein de thèmes. Moi, je pense que c'est comme il y a deux mondes en même temps, si vous voulez. Il y en a un qui est en train de finir. On est dans la fin du train de l'après-guerre, avec tout ce qui va avec, les outils de planification et toute notre boîte à outils dont vous dites qu'elle est un peu complexe. Et ça, j'avoue que oui. Et puis, on a un nouveau, je ne sais plus qui, dans les tables rondes précédentes, disait que les jeunes de 18 ans ne passaient plus les permis de conduire. Ils n'ont plus les moyens d'acheter l'immobilier. Vous avez cité un exemple immobilier qui est réservé au plus. Mais le revenu du ménage français moyen n'a strictement aucune possibilité d'accéder à ce produit immobilier. Donc c'est là où il va falloir qu'on trouve les chemins vertueux en acceptant chacun de revoir la chaîne de valeur. C'est pas facile, ça va être compliqué, mais c'est quand même ça. Et vous disiez que c'est le Grand Paris 2030, c'est ça. Et l'autre, je crois que c'est vous qui m'avez dit qu'est-ce qui n'aura pas changé. Parce que c'est ça qui est, c'est peut-être un de vos confrères, et je trouvais que cette question, elle était intéressante, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui n'auront pas changé, parce qu'il y a 10 ans, je pense qu'on aurait pu faire à peu près la même salle. Donc ça, déjà, ça n'aurait pas changé. Peut-être pas César, peut-être, mais à part, voilà, immuable, non trop jeune. Mais en tout cas, c'était la même salle, donc ça n'aura pas changé. Je disais, en gros, les politiques publiques, elles auront toujours cette responsabilité de cet équilibre territorial, de la mixité sociale, de la santé, de l'école, de l'enseignement, de l'accès à la culture. Donc, en fin de compte, il y a peut-être, en fin de compte, assez peu de choses qui changent. Et elles sont faites de tout petits détails, et c'est là où c'est compliqué parce que c'est moins amusant de parler des petits détails. Donc il va falloir que collectivement on trouve la façon d'en faire des grandes ambitions avec des petits détails. Et c'est ça l'idée de l'Est métropolitain, César. Merci pour ce message. On va conclure là-dessus parce qu'on va justement enchaîner sur une table ronde logement pour tous à prix maîtrisé.